La vitesse, c'est vivre dans l'immédiat parce que le présent se raccourcit. Vous écoutez Le présent se raccourcit ? Ouais. C'est ce qu'on appelle la famine temporelle. Cinéphile En gros, on manque de temps, alors que le nombre d'actions par unité de temps ne fait qu'augmenter. de notre temps. Et donc on fait quoi alors ? Déroutinisation, présentisme. Faut agir tout le temps. Et donc vous opposez ça à la lenteur ? Bien sûr, un petit plan, c'est quelqu'un qui réfléchit trop. Regarde, j'ai un exemple quotidien de ce que je veux pas devenir. Je peux te dire que c'est très stimulant. Ah ouais, d'accord. Et donc, faut faire quoi? On n'a pas le droit de penser, on n'a pas le droit d'écouter ses émotions, faut juste agir tout le temps. Exactement. Ah ouais. Ah, t'es beaucoup plus anxieux que moi, en fait. Ouais, t'es sûr de ça? Ouais, franchement, je suis pas très convaincue. Bon, d'accord. Santé, hein. Allez. Ouais. À maintenant. Ah maintenant. Hein, Allez. puisse À maintenant. maintenant durer le plus longtemps possible. Santé. C'est sur le cœur. Allez. Allez. Le meilleur anxiolytique du monde, m'a dit un jour un pharmacien. Son père. Voir un film, est-ce ressentir le temps lentement ou rapidement ? Que fait le cinéma au temps ? Est-ce qu'il arrête, ralentit ou accélère notre traversée temporelle ? Qu'il soit vu en salle ou sur un téléphone, le visionnage d'un film impacte inévitablement notre rapport au temps et nous en montre une vision qui change à chaque film et parfois même à chaque visionnage d'un même film. Notre invité du mois, Paul Rigoux, jeune réalisateur et ami, dont vous venez d'entendre un extrait de son dernier court-métrage intitulé « Rapide », s'est arrêté à sa manière sur cette question du temps à travers son concept d'heure rapide et d'heure lente. Et c'est pourquoi nous avons eu envie de dresser son portrait. Alors bienvenue Paul, et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avant de commencer notre habituel portrait chinois, on voulait te demander d'abord d'où te venait cette réflexion alambiquée sur la vitesse. C'est une bonne question. Donc j'avais fini mon premier court-métrage qui n'avait pas de thème particulier, si ce n'est l'amour un peu raté et les inspirations des films de la Nouvelle Vague. Et donc je me suis penché sur le deuxième court-métrage et j'ai cherché un peu un thème, pas spécialement dirigé sur un genre, sur la comédie comme ça peut l'être au final. Mais j'ai réfléchi d'abord à la vitesse par la mode et notamment par la mode... pas la mode rapide dans le sens la fast fashion, mais vraiment la haute couture qui a aujourd'hui des aspirations, en tout cas des inspirations très techniques, notamment des vêtements très sportifs, des lunettes très profilées, comme on peut le voir dans certains films, comme Matrix, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et donc c'est parti vraiment de quelque chose de très visuel du coup, où c'était un peu un courant de vestimentaire qui me parlait. Et je me suis rendu compte que ça correspondait énormément en fait à toutes mes réflexions du moment, à tous les livres que je lisais à l'époque, ou tous les grands auteurs que je lisais à l'époque, c'était donc Proust et Thomas Mann, avaient un rapport au temps extrêmement important. Et je me suis rendu compte que ça faisait totalement partie de ma réflexion aussi. Donc je suis parti de ce concept vestimentaire et pour en arriver à un concept un peu plus théorique, on va dire, sur le temps. Donc en fait une collision entre une esthétique visuelle rapide et des réflexions plus littéraires et philosophiques sur le temps long. C'est exactement ça. Et, ça part vraiment de ce choc un petit peu. Et puis je me suis vite rendu compte en commençant à écrire et en faisant des ponts entre les deux que j'avais aussi ce truc en moi de lent ou rapide. Donc que j'aimais faire les choses rapidement, mais qu'en même temps j'étais quelqu'un de très lent. Et que la vie, notamment à Paris, est quelque chose qui passe à toute vitesse. Et c'était tout un bouillon de sentiments, et je me suis dit que c'était un sujet à creuser, donc je l'ai creusé, et ça a donné le scénario que j'ai écrit, le film que j'ai tourné. Bon, on va commencer comme ton premier court-métrage avec une histoire d'amour au cinéma, parce qu'on t'a demandé si tu étais une histoire d'amour rapide ou lente, laquelle serais-tu ? Et tu nous as cité la trilogie de Richard Linklater, Before Sunrise. Ouais. C'était pas la trilogie que j'avais en tête, c'était uniquement le premier. Donc Before Sunrise. Donc Before Sunrise, tout à fait. Là, pour le coup, ça m'est venu vraiment directement quand vous m'avez posé la question, parce que c'est un film qui se passe à peu près en temps réel, donc je crois que j'ai regardé tout à l'heure. Ça dure 14 heures l'histoire entre Gilly Delpy et Ethan Hawke.
qui se rencontrent dans un train, donc. Et j'ai été absolument fasciné par ce film quand je l'ai découvert. Déjà, je suis toujours fasciné des films qui se déroulent sur un laps de temps très court, les films synchrones, je crois qu'on dit. Et ouais, c'est une histoire d'amour que je trouve magnifique, qui nous a tous un peu, enfin qui m'a en tout cas moi fait fantasmer dans un train, qui n'a pas rêvé un jour de connaître une histoire comme ça éphémère avec son ou sa voisine de train. Et c'est un film qui m'a instantanément parlé. C'était une époque où je regardais pas vraiment trop non plus de films comme je peux le regarder aujourd'hui. Et ouais, c'est ce rapport au dialogue, ce rapport au personnage qu'avait Richard Linklater, qui est d'ailleurs un cinéaste obsédé par le temps. Il a tourné Boyhood sur je sais plus combien d'années. 10 ans, je crois. Ouais, c'est ça. Donc c'est un cinéaste qui me paraissait impossible de ne pas citer quand on parlait du temps. Et une histoire d'amour lente ou rapide. Est-ce qu'elle est lente, est-ce qu'elle est rapide? Je sais pas. Elle est très rapide puisqu'elle dure 14 heures. Mais en même temps, après, dans les prochains, en effet, elle dure très longtemps. Et moi, ce qui m'a marqué, je crois, c'est que c'est un film qui est sorti en 95. Et je me suis vraiment retrouvée dans tous les questionnements qu'ils abordaient. Alors bon, ça fait 25 ans, 26 ans qu'il est sorti, mais c'est à la fois très long et pas long du tout. Mais je trouve que c'est toujours très, très dans le temps, en fait. Aujourd'hui encore, tout ce que dit Julie Delpy, toute la manière dont Ethan Hawke lui répond, toutes les questions sur le féminisme, toutes les questions même sur les relations entre êtres humains, sont très, très actuelles. Enfin, je trouvais que c'était vraiment une temporalité qui n'avait pas changé, finalement. Oui, je suis assez d'accord, mais je pense qu'aussi c'est lié au sujet qui est l'amour, où les questions liées à l'amour et au couple sont à peu près intemporelles, je pense. C'est pour ça que les films de Romer ou de Truffaut les questionnements, en tout cas amoureux de ces deux cinéastes que j'apprécie particulièrement, sont encore pertinents pour moi aujourd'hui. On a évidemment évolué du côté du féminisme, et heureusement. Mais ouais, j'ai pas eu le temps de revoir Before Sunrise, mais je le ferai parce que vous me donnez envie de le revoir. Et j'imagine que c'est un peu le but de l'émission. Mais ouais, voilà, c'était une réponse instantanée, en tout cas. Eh ben, on va continuer du côté de l'instantanéité et de la vitesse, parce que la deuxième question qu'on t'a posée dans ce portrait chinois, c'est une course-poursuite au cinéma. Et alors là, c'est très intéressant comme réponse, parce que d'un côté, tu nous as dit que c'est des moments qui souvent t'ennuyaient, notamment dans l'émission Impossible, qui pourtant est une saga que t'apprécies beaucoup. Et tu nous as quand même répondu par 2 scènes de course-poursuite dans 2 films qui, a priori, sont impossibles à relier normalement. Donc, d'un côté, Mad Max Fury Road, qui est effectivement complètement fou et extrêmement rapide. Et de l'autre côté, une scène du film Fais-moi plaisir d'Emmanuel Mouret, où il se prend la braguette dans un morceau de rideau à l'Élysée. Et donc, il cherche à fuir le ridicule. Exactement. Alors oui, en effet, cette question de la course-poursuite était assez compliquée pour moi, parce que c'est pas vraiment un exercice filmique que j'aime tant. On en voit beaucoup dans les gros films d'action que j'aime énormément, parce que ça divertit. Les heures sont rapides devant les films d'action, je pense. Et ouais, ça a toujours été des moments des grosses démonstrations techniques, où je m'ennuie un petit peu, en fait, où je ressens pas la tension que je suis censé ressentir devant une course-poursuite, j'imagine. Sauf, évidemment, devant Mad Max, où là, j'ai quand même l'impression que le film entier est une course-poursuite. Bon, c'est un film complètement fou, avec une esthétique folle aussi. Enfin, c'était quand vous m'avez posé la question de la rapidité au cinéma, j'ai pensé direct à Mad Max Fury Road, sans que ce soit du tout une inspiration pour moi dans ce court-métrage, en tout cas, mais c'est la quintessence, on va dire, de la rapidité. Il y a quand même un monsieur qui joue de la guitare électrique à l'avant d'un camion et qui crache des flammes. Enfin, c'est une imagerie qui me parle énormément. Et par ailleurs, j'ai repensé en effet à ce film d'Emmanuel Mouret, qui est aussi un cinéaste que j'aime énormément, qui, je sais pas pourquoi j'ai pensé à cette séquence qui me faisait un peu penser à une course-poursuite peut-être contre le ridicule, ou contre... c'est un enchaînement de gags où il doit donc se décoincer la braguette. Et ça m'est direct venu. J'ai pas eu le temps de revoir la séquence, je sais pas si vous l'avez revue, et si vous voyez ce que je veux dire en évoquant le terme de course-poursuite. Alors, en fait, je vois ce que tu veux dire, enfin, on voit ce que tu veux dire, et j'ai un peu une théorie sur pourquoi tu as pensé à cette scène-là. C'est que, déjà, lui est tellement crispé qu'il cherche vraiment à échapper au regard, d'où le côté de la course-poursuite, sans que ça en soit une.
Après, il y a aussi l'énorme nervosité, on va dire, d'Emmanuel Mouret, qui joue très très bien l'intranquillité. Et je pense que c'est ça qui électrise la scène aussi. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Bah ouais, c'est possible. Il y a moyen que le sentiment de course-poursuite vienne du personnage joué par Emmanuel Mouret, qui est en effet très crispé et qui est très drôle aussi. C'est un personnage très drôle et un très bon comédien, en tout cas dans ses propres films. Je sais pas s'il a beaucoup joué dans d'autres films, mais ouais, j'ai ce souvenir déjà de beaucoup rigoler de l'absurdité de la scène, de la séquence entière dans l'Élysée, une braguette coincée, ça n'a aucun sens. Et pourtant, ça reste très drôle et très fin. Et ça m'a fait penser à une course-poursuite contre le ridicule. Donc je me suis dit, on va éviter les voitures et ce sera un autre style de course-poursuite. Sachant que je la trouve beaucoup plus crispante que certaines scènes d'action de Mission Impossible. Exactement, ouais, voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure. La tension, en tout cas, dans une course-poursuite classique, on va dire, de Mission Impossible, de James Bond ou de tout film d'action avec des voitures, Fast and Furious, je la sens pas du tout. Encore une fois, pour moi, c'est juste une démonstration technique impressionnante par ailleurs, incapable de la refaire évidemment, mais j'y apporte pas du tout d'émotion. En tout cas, ça m'apporte aucune émotion, alors que cette fuite vers le non ridicule d'Emmanuel Mouret me touche beaucoup plus. Peut-être que je m'identifie un peu plus aussi à Emmanuel Mouret qu'à Vin Diesel ou je ne sais qui conduit très vite des voitures. On t'a demandé ensuite si tu étais un objet rapide au cinéma. Lequel serais-tu ? Et là, tu nous as cité les lunettes de Matrix. Et alors, bon, c'est quand même un apparat du costume très, très important. Et en plus, je trouve que les films Matrix sont vraiment une espèce de gros fuck au temps. Dans le sens où tu ne comprends plus du tout où tu es. Le temps s'arrête, le temps reprend, Enfin, c'est vraiment n'importe quoi du début à la fin. C'est complètement n'importe quoi, c'est complètement génial. Bah déjà, je pense qu'il y a deux temporalités totalement différentes entre la matrice et la vie réelle, comme on peut le penser, en tout cas dans les Matrix. Et visuellement, Matrix, c'est complètement dingue. Les lunettes de Neo, je les ai rêvées pendant longtemps. Elles sont pas vraiment portables parce qu'il a pas vraiment de branches. C'est très particulier. J'aurais beaucoup aimé les reproduire pour mon court-métrage, en tout cas, mais c'était pas possible. Et puis toute la musique... Il y a pour le coup des scènes de combat. Comme la course-poursuite, je suis pas un grand fan des scènes de combat, mais dans Matrix, elles sont juste exceptionnelles avec une espèce de musique techno-tribale, des séquences de fêtes dans des grottes qui sont mémorables, quoi. Et je trouve que les sœurs Wachowski ont créé un univers dans les 3 premiers. On parlera peut-être pas du 4e dans cette émission, mais je trouve qu'elles ont vraiment fait quelque chose de fou et à chaque fois que je le revois, c'est un plaisir monumental, et notamment dans le rapport en effet au temps et à comment on ressent la vie, en tout cas moi en tout cas quand j'ai vu Matrix pour la première fois, je me suis dit mais attends, c'est vrai que qu'est-ce qui nous dit qu'on est bon dans ce putain de programme, pardon, j'ai juré. Et je sais pas, pour moi c'est une très très grande trilogie et qui m'a beaucoup inspiré dans l'esthétique, comme j'en parlais au début, en tout cas dans l'esthétique vestimentaire. Matrix a, j'ai l'impression en tout cas, énormément influencé la mode. Et aujourd'hui, le trench en cuir et les lunettes profilées, c'est toujours quelque chose de branché, entre guillemets. Et je trouve ça super et j'adore ce film. Passant des lunettes profilées de Matrix au semi-marathon de Paris, Paul évoque le souvenir du film de Léos Carax, Annette. Il nous raconte cette séance mémorable et nous explique pourquoi ce film lui a donné envie de courir vite. Je l'ai vu déjà à l'UC des Halles, je m'en souviendrai très, très longtemps. Je l'ai vu le jour de la projection cannoise, donc j'avais pas eu de retour des gens à Cannes en tout cas. Et Léos Carax, c'est un cinéaste que j'aime énormément aussi. Et j'avais un petit peu peur de cette comédie musicale, sans doute très grandiloquente, Adam Driver, Marion Cotillard, mais en même temps j'étais très excité. Et quand le film a commencé et que les Sparks commencent à jouer, qu'on les voit jouer, que Léos Carax lance le top du film, j'ai dit ok, bon, je vais prendre un sacré plaisir. Et puis le film démarre, le film est complètement fou, je suis fou du film, on ressort du film, je l'ai vu avec ma copine. Elle ressort, elle arrive même pas à finir le générique de fin, elle ressort en pleurant avec cette scène de fin qui est assez poignante
pour ceux qui, je sais pas si je peux spoiler dans cette Si, émission. tu peux. Donc cette petite fille qui m'a vraiment mis des couteaux dans le cœur, qui est Adam Driver transformé presque en sosie de Léos Carax avec des cheveux gris très, très marqués par la vie, par la prison. Donc on est sorti de la salle, donc ma copine était en train de pleurer dans les halles, au milieu des rats de la sortie des halles. Et moi, j'arrivais pas à tenir en place, je faisais que tourner autour de moi, j'avais envie de parler du film, mais en même temps, j'arrivais pas du tout à en parler parce que je suis incapable de parler d'un film juste après l'avoir vu, surtout un film comme ça. Et d'ailleurs, même je crois qu'aujourd'hui, je suis pas vraiment capable d'en parler, même si je l'ai revu plusieurs fois. Et ouais, donc déjà, ça m'a donné envie de marcher très vite autour de moi parce que je pouvais pas en parler avec ma copine qui pleurait. Mais j'étais quand même très heureux d'avoir vécu ce moment avec elle et d'avoir vu ce film et que ce film soit réussi parce que c'est quand même très réconfortant de voir un film réussi et un film qu'on attend beaucoup, ça fait du bien. Ça fait déjà du bien de voir un bon film. Et après, donc, rien à voir avec cette séance, mais je me suis mis à courir pour être en meilleure santé. Et j'ai préparé notamment le semi-marathon. Et le jour du semi-marathon de Paris, je courais avec de la musique. Et j'ai commencé le semi-marathon sur So May We Start des Sparks, donc la chanson d'introduction du film. Et voilà, donc je me suis dit, un film qui te donne envie de courir vite, go pour Annette. Il fallait bien que je le mette quelque part, Annette. Parce que je pense que c'est quand même, comme je vous le disais, ça fait pas non plus hyper longtemps que je vais beaucoup au cinéma. Et je pense que c'est un des films qui m'a le plus marqué dans ma vie de spectateur. En tout cas, je vais assez rarement revoir les films en salle, j'y suis retourné. Et voilà, c'est un très grand film aussi, qui me donne envie de courir vite. De courir en tout cas. C'est déjà pas mal. Et après, on t'a demandé si pour toi le temps passait différemment selon ton médium de visionnage. Donc que tu sois devant ton ordi, devant ta télé, sur ton téléphone ou au cinéma. Et tu nous as dit oui, évidemment. Tu nous as aussi dit que tu regardais jamais de film sur ton téléphone. Non. Alors tu nous as répondu deux choses particulièrement intéressantes. C'est que souvent quand tu regardais un film sur ton ordinateur, c'est parce que tu étais dans le train. Donc un moyen de locomotion rapide quand même. C'est fait. Et autrement, tu nous as dit que le meilleur endroit pour voir un film, c'était le cinéma, et que on ressentait tout de suite la perception du film, en fait, et que souvent la première chose dont on parle, surtout quand on n'a pas aimé le film, c'était long, voilà. En effet, ouais, c'est souvent une des premières critiques qu'on fait en sortant du film, c'était trop long, il aurait dû couper. Et oui, je pense que comme vous me l'avez très justement posé comme question, pardon. Le temps passe complètement différemment selon où on voit un film, comment on voit un film, déjà quel film on voit aussi, mais où on voit un film, c'est absolument primordial pour moi. Je privilégierai toujours la salle de cinéma. Déjà parce que c'est un rituel quand même, on doit sortir de chez soi, on doit s'habiller, on doit prendre sa petite carte de cinéma si on en a une, on doit choisir son cinéma, choisir sa séance. Il faut être à l'heure parce que je suis très ponctuel et que je suis très stressé des horaires. C'est tout ce rituel que j'aime énormément et qu'on changera jamais parce que c'est la salle de cinéma. Et la perception du film, elle est évidemment différente. Dans la salle, c'est déjà une expérience collective, comme on a l'habitude de le dire, même si on est de moins en moins nombreux dans les salles, hélas. Ça reste une expérience collective, ça reste une expérience totalement différente. On reçoit le film directement, on n'a pas évidemment d'interaction avec nos téléphones, avec quiconque, si personne ne parle dans la salle. C'est l'endroit où je vais voir les films, on va dire les plus difficiles chez moi, devant ma télé, où je regarde beaucoup de films aussi. J'ai plutôt tendance à me lancer des films que je qualifierais de confortables. Souvent, après une journée de travail ou une journée compliquée, j'aime bien me lancer une petite comédie romantique ou un petit film d'action. J'ai plus du mal à me lancer Mubi le soir après une journée compliquée. Alors qu'au cinéma, j'ai pas peur d'aller voir des films longs, des films qu'on peut qualifier de chiants pour certains, mais qui sont évidemment passionnants. C'est l'endroit où je prends, on va dire, plus de risques dans mon choix de film, et c'est l'endroit où je découvre les films que j'aime le plus. Et c'est évidemment les séances qui restent le plus. Un film à la télé, je peux l'avoir oublié le lendemain, ça me fait beaucoup de peine, mais c'est pour ça que je les note sur Sens Critique, pour pas oublier que j'ai vu certains films. Et il se trouve que parfois je dis j'ai bien envie de voir ça, et je vais sur mon Sens Critique, je me dis mais en fait je l'ai déjà vu. Et vu que je note aussi où je vois les films, je me rends compte, je dis oui, je l'ai vu à la télé, donc forcément je m'en souviens plus. Alors que quand même un film en salle, sauf si c'est très mauvais, et ça arrive malheureusement,
On peut les oublier, mais c'est quand même beaucoup plus rare. Et voilà, tu parlais d'autre chose dans la question. Oui, Pardon. des films de Voilà, train, c'est exactement. assez important parce que tu nous Exactement. dis maintenant tu ne réfléchis plus en termes de... Parce que tu ne peux pas dormir, donc tu regardes des films. C'est quand même assez intéressant de substituer l'activité de dormir à regarder des films. Et ensuite, tu nous as dit que tu ne réfléchissais plus en termes de temps de train, mais en termes de temps de film que tu pourras regarder dans le train. Oui, exactement. Le train, c'est pas un endroit que je chéris particulièrement. Enfin, en tout cas... Maintenant, oui, depuis que je regarde des films dans le train. Mais ouais, c'est vrai que je regarde les trajets de train, je regarde la durée et je me dis, je vais pouvoir regarder tel film, je vais pouvoir regarder tel film. Ce film, il sera trop long pour ce trajet. Et j'ai un peu, j'ai pas honte, mais je regarde quand même des grands films dans le train. Et j'en ai des très très bons souvenirs. Je suis tellement concentré parce qu'en effet, vu que j'aime pas trop l'environnement du train, j'arrive à complètement me concentrer sur le film. Ce qui n'est pas évident, parce qu'entre les annonces, les gens qui passent, les bébés qui pleurent... Les bébés qui pleurent. Mais c'est pour ça que j'ai des écouteurs qui coupent absolument tout bruit externe. Et non, c'est vraiment des moments que je chéris énormément, les films de train. Je dirais pas que c'est comme la salle de cinéma, mais en tout cas, c'est ce que ça me laisse comme impression, c'est quasiment identique. C'est des films dont je me souviens très bien. Et d'ailleurs, j'avais vu une fois Before Sunrise dans le train, donc un film de train dans le train. C'était assez méta. Et non, c'est un très bon moment dans le train, quoi. Ce qui est rare, déjà dans les transports, de passer des bons moments. En effet, je suis incapable de dormir, donc ça pénalise beaucoup. Donc je regarde des films. Et tu t'en souviens mieux que ceux que tu regardes sur ta télé, donc. Je m'en souviens beaucoup mieux, ouais. En effet, c'est lié, je pense que c'est surtout lié à une question de concentration. Parce que je suis chez moi, je suis dans mon canapé, voilà, comme on le sait, Netflix, on n'est pas concentré, on fait pause, on regarde son téléphone. Dans le train, j'ai pas ça, on n'a pas de réseau, il n'y a pas d'internet, on est tout seul, donc on regarde le film, quoi. Et puis souvent, vu que c'est moi qui choisis le film, je choisis des films que, a priori, je vais aimer, donc c'est vraiment un des seuls moments on va dire, de ma programmation personnelle de cinéma où je choisis complètement le film et sans avoir peur de m'ennuyer ou sans avoir peur que le temps passe trop lentement, justement parce que je sais que la durée est déterminée donc par le trajet du train. Et donc je sais que pendant cette durée, si je vais énormément m'ennuyer si je regarde pas le film. Donc je sais que je regarde le film, je me concentre sur le film et puis c'est comme ça. Et puis je sais qu'à la fin du film, le trajet sera fini. Et avec un peu de chance, j'aurai vu un bon film. Et donc c'est vraiment plus les contraintes en fait qui te mettent dans le film plutôt que, plus t'es contraint, mieux tu es dedans. Je pense que c'est ça, ouais. C'est exactement ça. Mais même la salle, on est un petit peu contraint aussi. On est contraint de ne pas parler, de regarder, d'être concentré. Déjà, bon, après, il y a la technique fait aussi qu'on est contraint de regarder. On a quand même un grand écran, sauf si on est en salle 6 du MK de Beaubourg devant nous. Cette précision. Je crois que c'est la 6 qui a vraiment un écran de télévision. Celle qui est tout derrière, tout à fait, avec une salle avec un gradinage comme exactement, ça. Qui est très dur, mais qui pose des très beaux films. Hein, mais bon, parfois, je me dis... C'est une question, c'est vrai, c'est intéressant. Est-ce qu'il vaut mieux pas voir, pour le coup, le film chez soi ou que dans cette salle où l'écran est vraiment tout petit ? Je pense pas, quand même, parce qu'encore une fois, on est contraint d'être concentré. C'est une contrainte positive, on va dire, d'être concentré devant le film, parce qu'un film, ça se regarde avec attention. Pour sa carte blanche, Paul, toujours rapide, nous fait traverser la moitié de l'Europe et nous emmène en Hongrie pour un film à la lenteur magnifique, Les Harmonies Werkmeister de Béla Tarr. Il nous raconte cette ouverture cosmique, invitant le spectateur à se couler dans le rythme si particulier de ce film. Donc je suis certainement quelqu'un de très saoul en Hongrie, à la fermeture d'un bar. Et il y a un espèce de jeune illuminé qui est dans le bar et qui décide à tout le monde de raconter comment fonctionne le système solaire. Donc il prend les gens, donc il me prendrait moi par exemple, et il me dirait « toi tu es le soleil ».
Et puis, si je me souviens bien, après, il fait la Terre, il fait la Lune, il raconte à tout le monde le mouvement des planètes, comment le Soleil se couche, donc pourquoi il n'y a plus de lumière, pourquoi il fait plus froid quand le Soleil est couché. Et tout ça, donc, c'est une séquence qui dure une dizaine de minutes, je crois, en plan séquence. Donc là, le plan séquence et le temps, c'est quelque chose de très relié, parce qu'on ressent le temps en même temps que le personnage, donc que moi, si je suis dans cette scène. Et c'est une séquence que je trouve complètement magnifique, complètement folle en même temps. À chaque fois que je la revois, je me dis, mais comment il a pu penser à faire ça, c'est génial. C'est en plus très beau, il y a une très belle musique de Vig, je n'arriverai jamais à prononcer son nom de famille, mais voilà, le compositeur de Bellatar. Et c'est une séquence qui me fascine. Déjà, c'est un cinéaste que j'ai découvert relativement tard aussi, et qui m'a tout de suite fasciné, donc par son utilisation du plan séquence, mais aussi par sa... Pour le coup, c'est pas un cinéaste qui est quand même très facile, qui traite de sujets bien lourds, avec une certaine lourdeur aussi, mais que je trouve magnifique. Et une très grande utilisation du plan séquence Parce que et cette intro aussi, c'est un plan séquence. C'est un plan séquence, tout à fait, qui suit donc ce jeune homme un peu philosophe, qui explique à ces poivreaux un peu, qui sont là en Hongrie et qui ont bu toute la soirée. Le barman leur dit de partir parce que c'est fini. Et puis il leur explique comment fonctionne le système solaire en les plaçant dans la salle et ils acceptent. Et ils acceptent, sans broncher. Il y a celui qui joue le soleil en faisant des petits mouvements avec ses bras. Et puis il tourne autour d'eux. Et puis c'est magnifique. Il y a quelque chose qui se passe dans cette séquence qui me donne aussi envie de revoir le film. Voilà. C'est le but. Et c'est assez marrant, je trouve, parce que moi, j'avais regardé la séquence sans avoir de sous-titres. Donc, je ne comprenais absolument pas ce qui était dit, parce que c'était en hongrois. Et je m'étais dit, c'est fou. On dirait qu'il leur raconte une histoire en mode conteur. Et je me suis dit, en fait, le temps du conte, c'est aussi le temps qui s'arrête. Enfin, c'est le temps où il n'y a plus de temps, finalement. Et on se rend plus compte de ce qui se passe, enfin, du temps qui passe autour de nous. Je sais pas si c'est clair. Si, bah oui, non, t'avais raison. Déjà, le hongrois, en effet, est incompréhensible. Je crois que c'est la seule langue qui n'a aucune racine commune avec nos langues. Et donc, moi, j'ai revu la séquence sur YouTube. C'était sous-titré grec et anglais. Donc, c'était assez particulier. Mais bref, en effet, t'avais raison. Il leur raconte quelque chose. C'est une sorte de conte, puisqu'il leur raconte comment fonctionne le système solaire. Et le temps s'arrête complètement. Et le rapport au temps à cette séquence, c'est d'ailleurs assez fou, puisqu'il... Du coup, il leur raconte une journée entière, il leur raconte 24 heures, à peu près 5 minutes, puisqu'il a... Je me souviens plus, j'ai pas envie de dire des bêtises scientifiques, malgré mon bac scientifique, de qui tourne autour de qui. Mais il leur raconte une journée de la Terre en 5 minutes, et le temps est complètement suspendu dans ce bar, jusqu'à ce que le barman coupe la suspension du temps et leur dise maintenant il est le temps de rentrer. Donc tout le monde quitte le bar, et on voit le personnage qui sera le personnage principal du film quitter le bar et errer dans la rue hongroise. Et c'est magnifique, et pour le coup, le temps est vraiment suspendu dans cette séquence d'intro. Et je me souviens aussi d'une séquence du Tango de Satan, où, dans un bar aussi, il me semble, où tout le monde danse, tout le monde est ivre, et c'est n'importe quoi. Mais c'est ça. Alors cette fois, c'est pas du piano, mais de l'accordéon, je Exactement, crois. Oui. Mais alors, c'est drôle, parce que dans le Tango de Satan, et dans cette séquence-là aussi, et c'est ça qui invite le spectateur à se mettre dans le temps particulier du film, c'est qu'il joue toujours sur des registres très très différents. C'est que là, ça commence comme quelque chose de très burlesque, et au bout de 6 ou 7 minutes, la musique arrive, elle est assez bouleversante, et alors qu'on trouvait ça assez rigolo, ces pauvres en train de danser, faire le soleil, tout ça, on a presque envie de pleurer. Ouais, mais quand la musique rentre, en effet, tu te prends une bonne tranche d'émotion dans la tête, et il passe, comme tu dis, du burlesque, presque de la comédie. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont complètement fous, ils sont complètement ivres, et là, il te met la musique et tu t'en prends plein la tête, quoi. C'est très beau, le pouvoir de la musique au cinéma. Minden élőlény elnémul. Vajon megindulnak a hegyek? Ránk dől a mennyboltozat. Beomlik a föld. Nem tudjuk, mi lesz. Nem tudjuk, mi lesz, mert beállt a teljes napfogyatkozás. Extrait de l'ouverture des Harmonies Werkmeister de Bellatar.
Ensuite, on t'a demandé une séquence de cinéma que t'aimerais ou ralentir ou accélérer. Et alors là, tu nous as fait vraiment quelque chose au carré, c'est-à-dire que tu as choisi un film extrêmement lent, une scène extrêmement lente, et tu nous as dit qu'en plus, t'aimerais ralentir ou étirer cette scène. Et donc le film en question, c'est Memoria de Happy Chatpong vers Aceta Cool, et c'est une scène où le personnage, donc joué par Tilda Swinton, essaye de reproduire un son qu'elle a dans la tête, donc en studio d'enregistrement. Donc c'est une scène où on est en train de tâtonner, tout ça, pour retrouver le bon timbre, la bonne sonorité, et forcément c'est long. C'est très long, et je crois que c'est un des cinéastes les plus, on va dire, lents, si je puis dire, du cinéma mondial, qui est aussi très, très important pour moi, mais c'est une scène que je trouve fascinante et qui a été un peu un catharsis pour moi, parce qu'il y a une époque où j'entendais un petit peu des bruits comme ça dans ma tête. Et là, de voir ce personnage rentrer déjà dans ce studio, c'est un très beau studio, c'est très calme, comme dans les films d'Happy Chatpong, c'est très silencieux, on a l'impression que tout le monde parle lentement, tout le monde parle doucement, et ça fait déjà beaucoup de bien. Tout est feutré. Exactement, et déjà que le studio, c'est un endroit très feutré, en plus un studio dans un film d'Happy Chatpong, c'est double feutré, on va dire. Et donc là, je vois cette séquence et je sais plus ce qu'elle dit exactement. Elle essaye de décrire le bruit à l'ingénieur du son, du coup. Je sais plus si vous avez en tête la citation, c'est une boule de métal dans bon, je l'ai plus, je la connaissais, bon, désolé. Mais bref, elle essaye de décrire le son, du coup, à l'ingénieur du son, et qui travaille sur son ordi et qui essaye de reproduire le son. Donc on entend plein de bang, bang, bang. Et elle dit non, c'est pas ça. Et il cherche le son. Et puis il se rapproche, parce que nous, en tant que spectateurs, on entend depuis le début du film ce son. Donc on se dit non, c'est pas celui-là, c'est vrai, non, c'est pas celui-là. Et moi, ça me rappelait aussi certains bruits que je pouvais avoir. Et j'étais absolument fasciné par cette scène et je crois que j'avais pas du tout répondu à votre question. Du coup, une séquence de cinéma que tu aimerais ralentir, accélérer et comment. Mais du coup, c'est une séquence que j'aimerais allonger, on va dire. Et parce que j'aurais pu voir tout un film sur la recherche de ce son. Et en effet, j'ai un rapport au son qui est assez important, je pense. Et voilà, je sais pas, c'était magnifique. Mais t'aimerais l'allonger parce que cette scène et puis ce rapport au son, il y a quelque chose de cathartique là-dedans quand même aussi. Retrouver ce qui nous obsède, ce qui résonne en nous. C'est... Exactement, c'est quand même, je trouve ça hyper fort comme séquence où ce qui résonne en nous, c'est exactement ça. Et là, il le caractérise par le son et il le matérialise. C'est super dur de matérialiser ce qu'on a en tête, ce qui nous crispe, ce qui nous angoisse. Là, c'est matérialisé dans le film par ce son, et cette recherche, c'est la recherche de notre anxiété, de notre point de vacillement, on va dire. Et c'est pour ça que j'avais envie de l'écouter pendant 2 heures, chercher ce son, que j'aurais pu moi aussi prendre l'ordi et essayer de trouver avec elle des sons. En plus, c'est un son qui, je trouve, en tout cas, qui est pas si désagréable que ça. Il fait très peur la première fois qu'il arrive dans le film. Et après, c'est un son que je trouve qui est très grave, qui est très sourd, mais que je trouve plutôt rassurant presque. J'aimerais pas l'avoir en effet comme ça qui interrompt mes pensées comme le personnage de Tilda Swinton dans le film. Mais c'est pas un son que je trouve si désagréable que ça. Mais voilà, j'ai trouvé ça super beau. Là aussi, c'était un cinéaste que je voulais citer dans ce petit entretien. Et Memoria, pareil, c'est une des séances qui m'a le plus marqué récemment, où je l'ai vu à Cannes après un long festival, et je sortais justement d'une espèce de petite crise d'angoisse, et le film m'a calmé. C'était magnifique, j'ai même un peu roupillé devant le film, mais on dit qu'on ne dort que devant les bons films. Et je crois que c'est le cas, et je vais le revoir après Cannes. Et comme vous disiez en introduction, quand on revoit un film, on le ressent totalement différemment en termes de temps. Et je l'ai vu totalement différemment la deuxième fois, et ça m'a tout autant plu. Et voilà, c'est un magnifique film d'un magnifique cinéaste. Donc j'ai hâte de voir les prochains films. Après avoir parlé des bruits qui hantent les films, les crânes et les mémoires, nous avons logiquement évoqué les bandes originales qui reviennent souvent dans la tête et les playlists de notre invité, à commencer par celle du déchirant Dancer in the Dark de Lars von Trier.
Là encore, j'ai pas eu le temps de revoir le film, mais c'est une séquence, je me souviens, je pleure très rarement devant les films et qui m'a complètement fait pleurer, en fait, parce que Björk on voit elle est touchée par le film, elle est touchée par ce qu'elle fait, sa voix résonne dans le cœur directement, et c'est un film qui est bouleversant, c'est un drame par excellence, c'est peut-être le personnage le plus dramatique que je connaisse, et qui est pourtant, et de l'entendre chanter, je sais pas, il y a un truc qui se passe C'est marrant d'ailleurs, j'ai cité 2 comédies musicales dans les réponses, alors que je suis pas forcément... du coup si, mais c'est des comédies musicales très spéciales, mais le temps, je crois que le temps s'arrête pendant cette séquence. C'est le propre des chansons dans une comédie musicale, c'est d'arrêter le temps. C'est bien vrai. Je l'avais pas vu comme ça. Je suis très peu spécialiste des comédies musicales, mais vous êtes plus spécialiste que moi. Mais le temps s'arrête complètement quand elle se met à chanter. Je crois que c'est ce que j'ai vu en faisant mes petites recherches, qu'elle a été écrite avec Tom York. Je me demande même si on l'entend pas dans la chanson. Vous me corrigerez. Peut-être dans la version peut-être dans la studio. Ouais, c'est ça. Pas dans le film, je pense. Je crois pas. Ouais. Mais bon, Tom York, qui est un artiste très important pour moi aussi, donc ça m'a paru... Voilà aussi, c'était un peu une évidence de penser à ce moment un des rares moments qui m'a fait pleurer sur une musique de Björk, qui est une artiste que j'aime énormément, d'un film de Lars von Trier, qui est un cinéaste que j'aime énormément, pas tous ses films, mais qui compte beaucoup pour moi. Et ouais, je me souviens très bien que quand elle se met à chanter, je me demande si elle a déjà perdu la vue à ce moment du film. I've Seen It All, enfin ça veut tout dire, quoi. Ce qu'elle raconte. Ce qu'elle raconte, exactement. Ouais, qu'elle est en train de ne plus rien voir et qu'elle ne verra plus rien. Exactement, voilà. Et elle dit I've seen it all. Enfin, c'est le drame, quoi. C'est le drame par excellence. Ça donne envie de repleurer même maintenant. Et la voix de Björk, voilà, c'est... Comme je le disais, je sais plus où, on a de la chance de vivre à la même époque que Björk. Et c'est vrai que... Voilà. Quelle chanson. Dans tout le film, en fait, les séquences où elle chante, non seulement ça arrête le temps, mais en plus, tout le film tourne autour du fait qu'elle arrive à se transposer dans une autre temporalité où elle est plus dans la réalité, elle est vraiment dans un autre monde, quoi. Et c'est tout l'enjeu du film, c'est qu'elle-même arrive à se libérer, en fait, des angoisses du réel en chantant et donc en entrant dans un autre monde, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et, comme tu le disais très justement il y a quelques instants, la musique dans la comédie musicale, elle permet de complètement s'échapper du temps et d'arrêter le temps. Et Björk, dans cette situation, ça lui permet d'échapper au réel absolument atroce qui lui fait face dans le film. Et ça donne quelque chose de très touchant, mais les chansons sont pas non plus enfin, c'est un échappatoire pour elle, mais c'est aussi un constat assez dramatique sur sa vie et sur ce qui est en train de lui arriver. Et c'est vrai que c'est un petit pas un peu de recul de la part du personnage et d'un point de vue de mise en scène, c'est quand même hyper intéressant de se permettre ça. Et par la chanson, c'est encore plus audacieux, et par des chansons de Björk, c'est quand même quelque chose. Et voilà. Mais tu nous as également cité une autre bande originale du film des frères Safdie qui s'appelle Good Time, qui est aussi un grand drame, et de la bande originale qui a été faite par Oneotrix Point Never. Ouais, c'est une bonne prononciation. Moi, je le dis Oneotrix Point Never, ou on peut l'appeler OPN pour les familiers. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette musique-là et de ce qu'elle est dans le film ? C'est un film complètement fou, là aussi. Et Oneotrix Point Never, c'est un artiste que j'apprécie énormément aussi. Et j'ai découvert les frères Safdie avec ce film, je connaissais pas du tout leur cinéma, et je me suis dit, waouh, on peut faire des films comme ça aujourd'hui. Pour le coup, là, c'est quand même quelque chose de très pop, mais en même temps très très dur et très très rapide pour le coup. Je m'en suis rendu compte après. C'est aussi une course-poursuite. C'est une course-poursuite, tout à fait. C'est une course-poursuite dans tout le film, avec un des frères, je sais plus lequel, qui joue un des personnages. Ben Safdie. C'est Ben, oui, voilà, c'est ça. Qui joue remarquablement bien. Et son frère qui braque une banque et exactement, qui prend la fuite. Exactement. Donc son frère interprété par Robert Pattinson. Voilà, donc quand même pas des moindres. Une équipe gagnante. Et la musique, c'est... Là, je suis plus parti... Je vois que j'ai écrit bonus sur ma feuille, parce que je suis plus parti de la musique que généralement que j'écoute indépendamment du film, parce que c'est un artiste, je pense, qui est à la fois très rapide et très lent aussi, Oneotrix Point Never.
il utilise des synthés modulaires. Je connais pas grand-chose, mais bon, il fait beaucoup de machines, quoi. Et c'est beaucoup d'arpèges comme ça qui vont très très vite, et puis ça ralentit avec du clavecin, des orgues. Enfin, c'est vraiment tout ce que j'aime dans la musique condensé en un artiste. Et plaqué comme ça sur un film de course-poursuite, un espèce de thriller dramatique sur la maladie, sur la fraternité, enfin c'était une vraie claque, ce film, et une vraie claque. J'aime pas du tout cette expression, pardon. Je sais pas le film choc. Voilà. La palme du cœur. La palme du cœur. Mais alors, pour la petite anecdote par rapport à la musique de One Tricks Point Never sur Good Time, quand le film était sorti, je crois que j'avais entendu l'interview de l'un des deux frères, Savdi, qui expliquait que quand il avait reçu la BO, sans se rendre compte, il conduisait dans sa voiture et puis il avait accéléré et puis il se rendait pas compte à quel point il roulait vite en fait. Tu vois, une musique très rapide. C'est ça. Ouais, non, c'était surtout cet extrait. Il va très vite, quoi. Il y a un arpège de synthé qui fait comme ça, et je pense que ça donne envie de courir vite. J'aurais pu répondre ça, et ça donne envie de conduire très très vite, même s'il ne faut pas. Et voilà, moi j'aime beaucoup cette BO. Je pourrais faire de la tachycardie dessus, par contre. Ouais, c'est une musique assez anxiogène en effet, mais j'aime bien les musiques anxiogènes, je crois. Donc. Pour finir cette traversée du temps, Paul évoque un film refuge, un film où le temps est parfait. Le très beau Patterson de Jim Jarmusch. C'est une semaine d'un couple, d'un chauffeur de bus qui écrit des poèmes, et de sa femme qui fait des cupcakes et des rideaux. Donc c'est une histoire que si on la pitch comme ça à un producteur, je pense qu'il dirait qu'est-ce que tu nous racontes là. Mais c'est un film qui est magnifique sur l'amour, sur le quotidien, sur la routine, sur comment le rendre belle la routine, comment la routine peut être belle aussi. Alors que normalement, on veut à tout prix l'éviter. C'est ça le but aussi des films, c'est d'éviter la routine, de la fuir. Exactement, c'est le but parfois du cinéma, de fuir notre routine, d'aller au cinéma en tout cas, de faire cette activité du cinéma, donc de passer une heure plus rapide que la routine. Et là, le film prend la routine totalement, il la magnifie, mais sans effet de style, je trouve, majeur. C'est juste, il y a ce personnage d'Adam Driver, joué par Adam Driver, qui est là, qui lui aussi est très calme, avec sa voix très grave, très posée, qui raconte des poèmes, qui conduit son bus. Je sais pas, on a envie d'être dans son bus. D'ailleurs, il y a les acteurs de Wes Anderson dans le bus avant, qui font un petit caméo de Moonrise Kingdom. On a envie d'être avec eux dans ce bus et de parler avec lui. Il y a un poète japonais au moment où ils se retrouvent au bord d'une fontaine et ils échangent des mots parce que le personnage d'Adam Driver a perdu son carnet de poèmes mangé par son chien. Et puis le drame du film. Le drame du film, exactement, mais le drame qu'il arrive quand même à surmonter, c'est la vie. Et je crois que la vie est résumée pendant ces 7 jours de ce film avec un drame, et puis il arrive à le surmonter. Il y a de l'amour, il y a de la tristesse, il y a de la mélancolie, mais il faut vivre avec et il faut essayer de faire le mieux qu'on puisse, je crois. C'est assez marrant que tu aies fini en nous répondant par Patterson, parce que c'est vraiment un film sur le temps. Il y a une réflexion sur le temps, au-delà du découpage en jours de la semaine. Il parle du temps comme de la 4e dimension de nos vies. Il y a le temps du quotidien, et puis il y a aussi un temps, je pense, qu'il est un peu intéressant d'explorer, c'est le temps qu'on s'alloue pour écrire de la poésie, par exemple, ou pour créer. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose d'hyper important dans nos vies, en tout cas qui ont cette intention artistique, peut-être d'écrire, de faire de la musique, de faire une activité artistique. Il faut trouver le temps, en effet. Donc, comme dans l'extrait de mon film, je me souviens plus ce que c'était. Je sais pas si ça y sera dans l'extrait, mais il se passe de plus en plus de choses sans qu'il y ait de plus en plus de temps pour les faire. Je crois que ça veut beaucoup dire, en tout cas, du temps qu'il faut qu'on se trouve, du temps qu'il faut qu'on s'alloue aussi à ce qu'on aime faire. Lui, Patterson, il a, je sais pas si c'est lui parce que le personnage s'appelle Patterson aussi, pour ceux qui n'ont pas vu le film. Et je sais pas s'il a choisi ce métier de chauffeur de bus pour se donner le temps d'écrire des poèmes, ou si c'est, on sait pas vraiment pourquoi il est chauffeur de bus, mais en tout cas, en effet, il se donne ce temps d'écriture et de réflexion.
Et c'est quelque chose de très important, je pense, dans nos vies, de pouvoir, d'avoir, déjà c'est un luxe quand même de pouvoir se le faire. Et si on a ce luxe de pouvoir s'accorder ce temps, c'est beau, mais c'est quand même très difficile, parce que la vie va très vite. Et c'est un film que tu revois souvent ou pas ? Alors c'est un film que j'ai découvert à sa sortie en salle, qui m'a de suite bouleversé, et j'ai eu très peur de le revoir. J'ai eu très peur un peu de gâcher le souvenir du film. Et quand je suis rentré à la FEMIS, il y a cette épreuve un peu atroce de devoir choisir un film et d'écrire dessus. Et donc je me suis dit, bon, ce film, ça a été un peu pour moi le début on va dire, de ma cinéphilie compulsive. Patterson aussi, c'est pour ça que je le cite en film refuge, c'est que c'est un film vraiment repère pour moi. Et du coup, je l'ai revu à cette occasion avant de rentrer à l'école. Et ça m'a encore plus plu, je pense. Donc j'étais tout sauf déçu. Donc j'ai écrit mon petit texte dessus. Je pense que personne ne l'a lu. Je sais pas si le jury lit nos petits textes sur les films, mais bon, je l'ai écrit, en tout cas, il existe. Et je l'ai relu avant de venir ce soir. Et je parlais déjà du temps non, c'est un film que j'ai revu, du coup. Je l'ai vu que 2 fois, en fait. Je l'ai vu donc en salle et à ce moment, avant de rentrer à l'école. Et je pense que je le reverrai avec joie. En salle, j'aimerais bien pour le coup, parce que je pense que c'est un film qui se voit en salle, histoire de sentir le temps. Et c'est un film pour le coup, là, c'était vraiment l'évidence du film Refuge, où le temps est parfait, parce que voilà, il correspond aussi à ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il nous fait ressentir le temps comme on le ressent nous dans la vie, dans le quotidien, comme tu disais, le quotidien qu'on essaye de fuir, et qu'il faut apprendre à appréhender. S'habituer à ne pas s'habituer, comme le dit Thomas Mann. Voilà, on va aller se coucher maintenant. Merci beaucoup, Paul. Merci à vous deux. Et on remercie aussi Élodie Rimbaud pour son soutien et de nous ouvrir les portes de la Cinémathèque, et Gabriel Régnier, comme d'habitude, pour sa musique.